les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce vendredi, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'à 10h30. Une manière de vous aider à mieux comprendre l'actualité, ça se passe ici tous les jours. Au menu les GG, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, processus électoral. Vous le voyez à l'écran, notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, Dr Gouressi Condé. Restez avec nous dans ce sens que vous ne serez pas du tout dessus, je vous promets, téléspectateurs de Gangan TV. On va revenir, entre autres, sur cette affaire Malick Sankan et là, celui d'Alain Diallo, décrypter un petit peu avec la personne qui s'y connaît. On va revenir sur cette actualité processus électoral. La Guinée court toujours après son Assemblée nationale, après le report de la date du 30 juin. La CENI propose un chronogramme fixant les élections au 28 juillet 2013. Pendant ce temps, le dialogue politique n'a pas connu sa fin. Quelle analyse peut-on faire de la situation sociopolitique en Guinée? La question est posée sur les GG. Vous le voyez à l'écran, encore une fois de plus. Dr Gouressi Condé est notre invité exceptionnel ce matin. On s'intéresse aussi à ceci. L'opposition guinéenne a décidé hier de suspendre sa participation au dialogue politique jusqu'à la création des conditions idéales, dit-elle. Sa décision fait suite aux événements du mercredi à Dixine. Et quelles sont les garanties de cette opposition, que cette opposition exige, pour revenir à la table de négociation? La question est posée sur les GG ce matin. Nous allons joindre en direct dans notre émission Aboubacar Silla, voilà, c'est bien cela. Qu'est-ce que j'ai ce matin avec lui? Je ne sais pas. Porte-parole de l'opposition, et Domani Doré de la mouvance présidentielle. Nous allons les joindre en direct dans notre émission. Bien, Aboubacar, nous avons notre invité déjà dans ce studio, c'est bien sûr Dr Gouressi Condé. Bonjour docteur et bienvenue chez les GG. Bonjour, Lamine Guirassy. Alors, Dr Gouressi Condé, on le connaît pour toutes les médiations, les médiations qu'il fait, non seulement en Guinée, mais aussi sur le continent africain. Rappelez-vous qu'il était pressenti pour être parmi le pool des facilitateurs donc, du dialogue interguinéen. À un moment donné, quand il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses, il a décidé de se retirer. Alors, c'est vraiment un acte qu'il faut d'abord saluer. Mais aujourd'hui, la Guinée continue son chemin de croix. Son chemin de croix continue parce que, vous le rappelez tout à l'heure, avec cette dernière actualité hier, la décision de l'opposition de suspendre sa participation au dialogue. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. Alors, est-ce qu'on va poser la première question à notre invité? Dans quel état d'esprit vous vous sentez aujourd'hui, Dr Gouressi Condé, avec tout ce que vous observez? Voilà, avec tout ce que vous avez entendu depuis le début de l'émission d'ailleurs. L'actualité. Eh bien, je me dois avant tout de vous remercier. Je suis très impressionné. Je suis un des admirateurs de l'émission Grande Gueule. J'ai même récité par cœur l'hymne d'introduction et les bonjours de Lamine Guirassy à Bantanko. Et les bonjours. Alors c'est vraiment. Ouais, beaucoup de personnes me reprochent. Non, mais tout le monde complice. Le bonjour à toute l'équipe, quoi. Lamine était un bon capitaine d'équipe. On sent le réchauffement. Et vous nous faites rêver et je prie le bon Dieu qu'il vous protège, qu'il continue à vous inspirer. Merci. Et que cette institution continue à servir la Guinée et le monde entier. Merci. Ceci dit, c'est vrai, c'est avec beaucoup de préoccupation que nous suivons les péripéties liées au processus électoral en Guinée. Ouais. Dans le cas d'espèce, vous l'avez bien dit, l'opposition républicaine, comme on l'appelle, comme il s'appelle, a décidé de suspendre sa participation au dialogue. C'est une décision de colère, c'est une décision de solidarité, c'est une décision de manifestation si vous voulez, c'est une frustration, de manque de confiance, de rupture de confiance par rapport à l'État. Et ceci dit, ce n'est pas l'itinéraire que j'aurais emprunté. J'étais aux côtés de celui d'Alain Diallo dans la journée et j'ai essayé de rattraper le Premier ministre Sidia Touré. J'étais à sa porte lorsqu'on a dit qu'il était en réunion. Je lui ai envoyé un SMS pour dire tout faire pour garder la retenue, la sérénité. Il y a d'autres voies de recours qu'il faut explorer. Et ceci dit, c'est vrai que c'est une crise dans la crise. Ouais. Cette affaire de plainte contre celui d'Alain Diallo. C'est une crise dans la mesure où le plaignant est un haut fonctionnaire de l'État, considéré acteur principal de la mouvance présidentielle et qui porte plainte contre la deuxième personnalité politique du pays. Et là, celui d'Alain Diallo, nous sommes en régime présidentiel et quoi que l'on dise, le deuxième porteur de la confiance politique nationale.
Alors, lorsque vous portez plainte contre une telle personne, c'est qu'il y a une première dans l'histoire de la République, c'est-à-dire que ni Bamamadou, ni Siradio Diallo, ni M. Alpha Condé, ni Jean-Marie Doré, aucun des grands leaders, Sidia Touré et d'autres, n'a été victime, n'a été attaqué par un citoyen membre d'un parti adverse. C'est une première. Et je pense que les juridictions, aujourd'hui, sont interpellées. La police, les forces de l'ordre sont interpellées aussi. D'abord, les forces de l'ordre. Le domicile privé d'un citoyen n'est pas un lieu de maintien d'ordre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller faire le maintien d'ordre à l'intérieur du domicile d'un citoyen. Surtout de la cellule d'Alain Diallo, premièrement. Secondement, même si vous poursuivez des loupards et que ces loupards vous échappent, qu'ils pénètrent la concession de la cellule d'Alain Diallo, vous êtes obligé de rester à la porte, puisque la porte a été fermée, et vous demandez à la cellule d'Alain Diallo de bien vouloir mettre ces loupards à votre disposition s'il ne veut pas être complice ou receleur. Et à ce que je sache, cette procédure n'a pas été appliquée. Nos forces de l'ordre sont malheureusement interpellées ces temps-ci. Il est important que les hommes en uniforme, que les hommes sous drapeau se ressaisissent. Il est important que les services de sécurité, les services paramilitaires, je veux dire gendarmes et policiers, sachent que le rôle de maintien d'ordre dont il est question est un élément éthique et déontologique du métier. Et lorsque vous êtes confronté à une situation, à un groupe de personnes, avec un mort, ils reviennent, 2 morts, ils reviennent le lendemain, 40 morts, ils reviennent toujours, c'est que c'est un phénomène de société. Il faut prendre ça très au sérieux. On ne peut pas gérer une manifestation caillou contre caillou. Donc, je considère que ce qui s'est passé chez la cellule d'Alain Diallo est une violation de domicile, une agression caractérisée. Oui, mais alors est-ce qu'on peut dire que cette plainte de Malick Sanko contre la cellule d'Alain Diallo était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre du côté du camp présidentiel? Je suis en parfaite harmonie avec vous. C'est une question. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se constituer en pyromane de la République. C'est-à-dire que chaque régime a un pyromane. Chaque République a quelqu'un qui enflamme et que c'est ça qui plaît au président. Ce n'est pas ça. Ce dont il est question... En clair, Malick Sanko, c'est un pyromane? Je n'en sais rien. Non, mais attendez, docteur. Je connais. Vous êtes les GG. Quand vous dites qu'il faut éviter... Je connais Malick Sanko. C'est un ami. Nous avons été collaborateurs lorsqu'il était... directeur du protocole d'État, j'étais ministre de la Sécurité. Donc, nous avons géré les dossiers d'État ensemble. Et celui d'Alain Diallo dont il est question a été Premier ministre de la République. Et vous voyez, le souvenir est là, les archives sont là, mais les considérations restent. Ça, c'est très africain d'ailleurs. Ceci dit, je ne juge pas les personnes. Moi, je ne personnalise pas mes prises de position, mes analyses. Il y a la personne, il y a le personnage. Je veux parler d'un haut fonctionnaire de l'État. Il n'avait pas le droit de porter plainte contre la cellule d'Alain Diallo? Non seulement je n'aurais pas porté plainte, diffamation pour diffamation, mais la procédure. Donc, éviter la simple plainte. Éviter la plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que le contexte n'y permet pas, et là, docteur? Oui, parce que votre question est claire, vous avez dit est-ce qu'il n'avait pas le droit? Justement, est-ce qu'il n'a pas le droit? On parle de droit. Il a tout le droit, mais il y a le droit, il y a le compromis. Voilà, et il y a le contexte aussi. Il y a le contexte. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, s'il avait déposé, attaqué en simple plainte, écoutez, le procureur aurait eu la possibilité d'examiner avec lui avant d'ouvrir l'information ou déclencher l'action publique. S'il avait porté plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction aurait pu poursuivre, n'est-ce pas, l'instruction, interroger ici et là. Mais non, il a fait citation directe. Donc, ça ne laisse même pas de marge de manœuvre au procureur. Il faut aller directement, mais à condition que Malick Sanko ait eu des preuves irréfutables contre la cellule d'Alain Diallo. Est-ce que tel était le cas? Et il y a le principe de l'opportunité, enfin. Est-ce que c'était opportun pour Malick Sanko de poursuivre la cellule d'Alain Diallo pour diffamation? Ils se connaissent. Ils sont des amis. Moi, en lieu et place du président de la République ou des conseillers du président de la République, j'aurais dit ce matin à Malick Sanko, va te débrouiller, va régler ça avec Cellou. Parce que nous connaissons tous en Guinée ici, qui sont de l'opposition. Donc pour vous, c'est politico-politique, hein, si vous voulez, cette affaire. C'est comportemental. C'est-à-dire que pour moi... Comportemental. C'est-à-dire que les gens subissent leur tempérament.
Vous voyez, c'est-à-dire, moi j'ai été diffamé. Vous avez parlé d'opportunité. N'ayons pas peur de dire les choses. Le principe de l'opportunité. Je veux dire, est-ce que le procureur, c'est vrai que le procureur ne peut pas refuser une plainte, il ne peut pas rejeter une plainte. Le procureur a l'obligation morale de jouir ou d'utiliser un des principes fondateurs de son métier, c'est le principe de l'intime conviction entre lui et Dieu. Est-ce que cette procédure en valait la peine? Bien. En ce moment précis, je dis non. Docteur Guirassy Condé, invité exceptionnel chez les GG ce matin, Tamba. Voilà, alors, docteur, sur la question, vous avez été assez clair. Mais que l'on revienne maintenant à la décision de l'opposition de se retirer du dialogue. Est-ce que la plainte avait pu suffire, ou si vous voulez, les violences d'hier avaient pu suffire au vu de toutes les attentes du peuple par rapport à ce dialogue? Je vous remercie pour cette question à laquelle je réponds avec plaisir. Là, celui d'Alain Diallo est aujourd'hui enregistre des témoignages de solidarité et au plan national et au plan international. Le Premier ministre est passé chez lui et beaucoup d'autres personnalités. J'ai remarqué et salué la réaction solidaire avec laquelle ses partenaires de l'opposition l'ont accompagné. Ceci dit, justice pour justice, on aurait pu continuer à utiliser la procédure judiciaire. Dénonciation téméraire, dénonciation calomnieuse, et là, Selou et son avocat auraient pu se constituer, contre-attaquer. Alors, lorsqu'on utilise le dialogue politique comme outil de réaction, on veut dire quelque part, et quelque part seulement, que c'est le dialogue politique qui fâche, c'est le dialogue politique qui blesse. Alors, lorsqu'on m'attaque personnellement, ou lorsqu'on m'attaque en tant que leader politique, ma réaction, c'est de réagir en tant que leader politique. Donc, moi, ce que je souhaite fondamentalement, c'est que les leaders politiques considèrent, encore une fois, que ni eux, ni le président, ni moi, ni vous, ne sommes propriétaires de la Guinée. Bien. Nous sommes des Guinéens, et que ce dialogue dont il est question est essentiel pour permettre à la Guinée d'aller aux élections législatives. Voilà, pour clore. Est-ce qu'on pensait qu'aujourd'hui, le dialogue politique, les élections législatives sont devenus objet de chantage pour la classe politique? Mais finalement, on a cette impression. Moi, j'ai été approché, pressenti comme facilitateur national, et j'ai commencé par m'intéresser aux agendas cachés, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des raisons subjectives qui empêchent les uns et les autres d'aller aux élections? J'ai trouvé auprès du président de la République, auprès de la cellule d'Alain Diallo et auprès des autres acteurs, comme M. Sidya Touré et d'autres, l'expression d'une volonté politique réelle d'aller aux élections. Mais au même moment, une véritable méfiance, un manque de confiance. C'est pourquoi j'ai dit, en lieu et place d'un dialogue pur et simple, il faut aller à la réconciliation. Vous avez parlé du cabinet Komara que je salue au passage. Les Guinéens doivent savoir que tout est suspendu. Le développement de la Guinée, le démarrage politique et économique de la Guinée est suspendu à ces élections législatives, et que l'aménagement du territoire, si elle n'est pas déclenchée, la substance politique, la substance nationale va aller dans les pays voisins. S'il est plus facile pour vous de quitter Kankan pour aller à Bamako, mais vous ne venez pas à Conakry. Et ceci a des impacts sur beaucoup d'autres choses. Donc, effectivement. Encore une fois, en un mot, on a parlé de chevalier de la République. La République n'a pas besoin de chevalier. La République a des principes et des valeurs. On a parlé de gouvernement d'union nationale. On est en train de parler de chronogramme. Il faut tout faire pour garder le cap. Finalement, entre braves gens et grands garçons, aller aux élections législatives. Bien, aller aux élections législatives. Docteur Guirassy Condé, notre invité exceptionnel ce matin. On s'intéresse au chronogramme, mon cher Bantanko. Oui, effectivement, vous parlez d'aller aux élections législatives. Donc, la date butoir était donc le 30 juin, qui finalement n'a pas pu être retenue. Et la CENI, sur le coup, propose un autre chronogramme fixant donc les élections au 28 juillet. Quelle analyse faites-vous donc de ce chronogramme de la CENI? Et la CENI est l'organe de gestion des élections, en fait, du processus électoral. La CENI propose les dates, et les dates d'élection n'ont jamais fait l'objet de consensus. Mais il est important que la CENI et son président
fasse l'objet de consensus. Ceci n'est pas facultatif, ceci est un impératif. Et ceci dit, le président de la République qui prend le décret finalement a un pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas un pouvoir lié. C'est-à-dire que la CENI peut lui proposer une date, il n'est pas obligé de tenir compte de cette date. Il s'appuie sur d'autres paramètres. La CENI s'appuie sur des paramètres techniques. Le président de la République s'appuiera sur des paramètres sociopolitiques, socio-économiques, socio-culturels pour dire cette date ne me convient pas, il faut tenir compte de ceci et cela et fixer une autre date. Donc encore une fois, il y a de la précipitation, il y a de la nervosité, il nous appartient à nous, citoyens, la société civile en général, la société guinéenne en général, vous compris, de tempérer la parole politique, d'amener les uns et les autres à se rapprocher et à se mettre au-dessus. Donc la date est une chose, mais la mort d'homme ne se renouvelle pas. C'est clair. Tu peux changer une date, tu ne peux pas réveiller un mort. Serez-vous en train de dire que la CENI se retrouvait dans son jeu en proposant ce chronogramme? Écoutez, je ne sais pas dans quel jeu c'est structuré. Lorsque moi j'étais facilitateur, j'ai approché la CENI, j'ai constaté un dysfonctionnement politique, mais en revanche, j'ai constaté qu'au plan technique, tout portait à croire qu'on pouvait aller aux élections. Donc, la légitimité technique était garantie dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement, mais la légitimité politique manquait. Donc, nous sommes allés aux négociations. Au cours du dialogue, j'aurais mis en avant le chronogramme. Je n'aurais pas commencé par Waymark, je n'aurais pas commencé par les Guinéens vivant à l'étranger, j'aurais commencé par le chronogramme. Il faut éviter la précipitation, il faut éviter l'improvisation, il faut éviter la nervosité. Nous sommes capables d'aller tranquillement aux élections dès lors que la confiance sera rétablie et que les acteurs politiques vont s'impliquer dans les structures de la CENI. Voilà, Gouressi Condé, invité exceptionnel sur le GG, mesdames et messieurs. On va revenir dans un instant avec lui pour continuer notre entretien. D'abord, on s'intéresse à cette actualité. L'opposition guinéenne a décidé hier de suspendre sa participation au dialogue politique jusqu'à la création des conditions idéales, dit-elle. Alors, sa décision fait suite aux événements du mercredi à Dixine. Quelles sont les garanties que cette opposition exige pour revenir à la table de négociation? C'est la question que nous nous posons ce matin. Dans un instant sur Radio Espace, nous allons essayer de joindre Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition, et Domani Doré de la mouvance présidentielle. On en parle dans un instant avec vous, docteur Gouressi Condé. Mais d'abord, le temps pour maintenant que nous replantions un petit peu le décor. On le sait très bien, c'est sans commentaire dessus. Et ceci fait suite, évidemment, à l'agression, si vous voulez, en ce qui concerne chez Elhadj Seloudane Diallo. Oui, l'annonce avait été déjà faite bien avant, mais cette dernière nouvelle donc, a surpris plus d'un parce qu'on aurait pensé qu'effectivement, après que voilà, l'ensemble des leaders se sont retrouvés, parce que Sidia Touré avait dit qu'il comprenait effectivement la réaction de Elhadj Seloudane Diallo, qu'il a jugé une réaction émotive et qui aurait pu être donc la réaction de toute autre personne face à une telle situation. Et on aurait pensé qu'effectivement qu'apparaît donc leur concertation, qu'il y aurait une décision donc, pour sauver le dialogue politique. Mais ceci dit que ce n'est pas totalement encore voilà, perdu, parce qu'il y a des conditions qui sont évoquées. C'est-à-dire que ça veut dire que ce n'est pas totalement, ce n'est pas un retrait, c'est une suspension. Donc il y a donc des préalables, des conditions, il y a des conditions posées. Ouais. Si toutefois ces conditions sont voilà, donc, respectées, nous verrons aussi le retour donc, de cette opposition à la table de négociation. Voilà, Aboubacar Silla en direct chez les juges Abdraman. Les grandes gueules. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. L'opposition a annoncé hier qu'elle allait suspendre sa participation au dialogue politique. Pour quelles raisons? Les raisons, on le sait déjà, mais quelles sont les garanties que vous demandez? Quelles sont les conditions idéales pour que ce dialogue reprenne? Bon, l'opposition guinéenne s'est retrouvée effectivement hier en réunion. À l'unanimité, nous avons marqué notre solidarité pleine et entière vis-à-vis de Elhadj Seloudane, vis-à-vis de sa famille et de son parti politique, l'UFDG, par rapport aux tristes événements qui sont survenus le 19 juin dernier. Nous ne pouvions pas rester indifférents par rapport à ces événements. Nous ne pouvions pas non plus aller tranquillement nous asseoir en face du gouvernement dans le cadre de ce dialogue, parce que le gouvernement est parti au dialogue, alors que c'est ce gouvernement qui assure l'autorité administrative, politique et juridique sur les forces de l'ordre, alors que ces événements graves venaient de survenir. Donc nous avons décidé simplement de suspendre, et non de nous retirer définitivement du dialogue. Nous avons décidé donc de suspendre
notre participation à ce dialogue. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement? La question d'Androman. Oui, sous quelles conditions cette suspension pourrait être levée? Voilà. On ne peut pas avoir la sérénité nécessaire pour engager un dialogue. Monsieur Sylla, nous voulons savoir quelles sont alors les conditions idéales, comme vous le dites, quelles sont ces conditions idéales? Pour le retour. Bon, pour le retour, nous avons dit qu'il faut que nous assurions que tout ce qui s'est passé hier, c'était des bavures et non le reflet d'actes programmés, planifiés par les autorités. Nous en sommes d'autant plus inquiets que nous avons tous suivi la déclaration du gouvernement suite à ces événements. Oui. Une déclaration qui fait croire qu'il y avait juste eu des affrontements entre partisans des deux bords et que les forces de l'ordre n'étaient là que pour s'interposer et rétablir justement l'ordre. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ceci est extrêmement inquiétant. Si le gouvernement n'est pas capable d'assumer le dérapage de ces forces de l'ordre, il ne sera pas capable de prendre les sanctions nécessaires, encore moins de mettre en place un environnement sécuritaire suffisant pour permettre l'exercice libre des activités politiques dans le pays. Nous avons donc dit que cette fois-ci, contrairement au passé, parce que cette affaire du 20 juin, du 19 juin, elle confirme la récurrence de ce type d'événement. Le 27 août aussi, on a envoyé des grenades lacrymogènes dans la construction de l'âge Seloudalin et également dans la construction de l'âge Nakouyate, lorsque nous avions programmé une marche qui avait été interdite finalement. Le 18 avril dernier, j'ai été interpellé avec le doyen Charles Pascal dans les mêmes conditions de violence. Mon véhicule a été complètement démoli par les forces de l'ordre et les images existent. Les unités concernées sont connues, mais jamais la moindre enquête, encore moins la moindre traduction devant les tribunaux n'a été initiée par les autorités. Et enfin, il y a eu les événements du 19 juin. Donc cette fois-ci, nous exigeons, par-delà les déclarations d'intention, par-delà les discours que nous avons entendus, notamment du Premier ministre qui s'est rendu sur les lieux avec une délégation gouvernementale et avec des représentants de la communauté internationale. Nous voulons que maintenant qu'il y ait des enquêtes sérieuses, que les coupables soient identifiés et qu'ils soient punis conformément à la loi. Voilà. Parce que nous serons sûrs qu'il y aura un environnement sécuritaire qui permettra aux leaders politiques d'exercer leur activité. Dans ce moment, rien ne s'opposera à ce qu'on a à ce dialogue. Nous sommes d'autant plus inquiets que si nous allons à ce dialogue et que nous aboutissions à des conditions consensuelles pour aller à ces élections, comment on peut participer à une campagne électorale dans un environnement comme celui-là? Comment les leaders politiques peuvent sillonner tout le territoire national dans le cadre de cette campagne lorsqu'il y a des loupards, lorsqu'il y a des milices qui sont constituées et qui ont comme seul but que de nous empêcher d'exercer librement nos activités qui sont garanties par la loi. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition en direct donc chez les GG. Monsieur je ne vais pas dire médiateur, hein, parce que c'est ce qui m'est rajouté dans la tête. Vous avez écouté Aboubacar Sylla, peut-être une question à lui? Tout à fait. Bonjour, je dis bonjour à monsieur Sylla. Et je vous prie de transmettre ma solidarité, mon témoignage d'amitié à M. Seloudalin Diallo. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas emprunté l'itinéraire judiciaire, donc réplique contre réplique, plainte contre l'État, plainte contre X et plainte pour dénonciation calamnieuse ou pour violation de domicile. Et vous avez préféré, ma foi, avec la solidarité, vous avez préféré suspendre votre participation au dialogue politique. Bon, ce contexte, je dois vous dire, je crois que vous le savez, je ne vous l'apprends pas, que ce dialogue a été initié parce qu'il y avait un déficit de confiance entre les partis. D'une part, l'opposition républicaine, d'autre part, le gouvernement et sa mouvance politique. Ce dialogue était en train petit à petit de restaurer cette confiance et nous étions donc sur la voie d'arriver par des moyens de discussion sous l'égide de la communauté internationale, arriver à un consensus qui allait nous permettre de sortir de cette crise politique. Mais ce qui s'est passé hier est extrêmement grave. Ce sont les forces de l'ordre, c'est-à-dire les policiers, qui ont encadré des loupards, des manifestants civils, les encouragés à aller assiéger le domicile privé de leaders politiques, à y projeter des grenades lacrymogènes et des cailloux. Il y a eu 17 blessés dans la construction de l'AG Sellou. Il y a eu des véhicules caillassés, brisés partout. Et tous ceux qui étaient là, parce qu'il y avait des journalistes, mais il y avait également des leaders politiques d'autres partis. Et finalement, tous ceux qui ont été après, avec le gouvernement, pour visiter les lieux, ont vu même les flaques de sang qui inondaient la terrasse de l'AG Sellou. Ceci est extrêmement grave. Je crois que nous avons déjà, comme je l'ai dit tantôt, fait la preuve que chaque fois qu'il y a eu des exactions des forces de l'ordre, c'est l'impunité qui a caractérisé le traitement de ces abus. Donc rien ne peut nous prouver qu'aujourd'hui, en empruntant cette voie judiciaire, qu'il y aurait subitement une inspiration par le Saint-Esprit et des autorités judiciaires de ce pays pour prendre à bras le corps cette plainte-là. Je dois vous dire aussi qu'on parle beaucoup de réforme des forces de défense et de
3 ans, on a englouti beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources financières, beaucoup d'expertise dans cette réforme. Mais tant que c'est l'impunité qui va caractériser les dérapages des forces de l'ordre, toutes ces réformes-là seront inutiles, seront vaines, ne serviront absolument à rien. Donc il s'agit d'une volonté politique qui manque au niveau des autorités de discipliner ces forces de l'ordre et de les amener à être effectivement républicaines et non au service d'un individu. Voilà. Voilà. Merci, M. Sylla. Ce que je voulais ajouter, premièrement, c'est encore une fois ce réflexe de solidarité des partis politiques, des leaders politiques autour de la cellule d'Alain Diallo qui est vraiment salutaire. Ceci dit, je crois, chacun de nous est quelque part responsable, chargé de rétablir l'ordre politique, philosophique et moral dans ce pays. Nous sommes à un tournant très sensible. Il se passe souvent des choses qui donnent l'impression d'un manque de sincérité du gouvernement dans ce processus de dialogue. Et ça, c'est sincère. Ce que je dis, c'est ce que je ressens. Moi, je suis pour le régime présidentiel. Je ne veux pas de la présidentialisation de la crise. Je souhaite tout le bonheur au président Alpha Condé. Je souhaite qu'il ait son mandat, qu'il ait un second mandat. Et s'il a besoin de concours, je crois que tous les Guinéens de bonne volonté seront à ses côtés. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne rassure pas. Le président de la République doit prendre ses distances par rapport à ce genre de choses. Aujourd'hui, moi j'étais sur la cellule d'Alain Diallo. Moi, j'ai vu des traces. J'ai vu des idées. Vous pensez qu'il n'a pas pris toutes ces distances? Moi, je pense que c'est le président de la République qui est politique. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui n'a pas pris ses distances, c'est parce que tous ceux qui réagissent s'adressent à lui. C'est-à-dire que, donc, entre lui et les protagonistes, les intermédiaires ne sont pas consistants. Qu'est-ce que j'attends aujourd'hui pour calmer, pour rassurer encore une fois ces acteurs politiques qui se sacrifient, il faut le reconnaître, c'est que le ministre de la Sécurité lui-même, son équipe, parce que le ministre, ce n'est pas un homme en uniforme, ce n'est pas un agent, un officier de maintien d'ordre qui est porte-parole. Il va se justifier. Les hommes sous drapeau ne parlent pas. C'est le ministre de la Sécurité qui doit, sur la base des renseignements généraux, des renseignements des services de sécurité d'État, des commissariats de la sûreté et des renseignements des quartiers, avec le ministère de l'administration du territoire, qui doit s'adresser à la cellule d'Alain Diallo pour non seulement le rassurer de tout le soutien de l'État, de la présence de l'État, de la compassion de l'État et vraiment lui présenter des excuses entre personnes. Et je crois que El Hadj Madifi Ndiané, qui est un ministre d'expérience, pourra le faire pour nous éviter cette rupture du dialogue. Nous n'en avons pas besoin. La solution, évidemment, pour aller à autre chose, pour mettre fin à ce malaise en ce qui concerne cette crise de confiance entre l'opposition et la mouvance présidentielle, la solution pour vous? C'est le dialogue direct. Nous sommes en train de vivre... Qu'est-ce que vous appelez dialogue direct? Ce dialogue direct, quand même, a été justement parce que... Voilà, ce que j'appelle dialogue direct, lorsque moi j'étais facilitateur auprès du Premier ministre, donc du 6 mars au 28 mars, j'ai toujours dit qu'il y a le dialogue autour de la table et il y a le dialogue sans la table. Si vous voulez parler à Sidia Touré, à Lansana Kouyaté, à Kassori Fofana, à Boubacar Silla, mais si vous ne pouvez pas, vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait, vous connaissez sûrement quelqu'un qui le connaît, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. Entre grands garçons, entre Guinéens, je ne vois pas pourquoi le gouvernement, en attendant de se retrouver au Palais du Peuple devant caméra et micro, est en train de se serrer la main, pourquoi on ne va pas vers ces gens-là, ces personnes-là, au préalable et au demeurant, discuter de façon informelle avec eux, se rassurer des résultats plausibles pour le lendemain. Diplomatie discrète. Il y a une méfiance. C'est ce que nous faisons au Togo aujourd'hui. Au Mali, nous avons essayé, nous avons transporté les gens à Ouaga, ça n'a pas marché, et malheureusement, les bombardiers français sont venus, Serval. Ici, il faut faire prévaloir les relations, la facilitation de proximité. On se connaît, je disais au Premier ministre, donc, si vous ne pouvez pas aller, demandez à un de vos conseillers d'aller rencontrer ces leaders, discuter de l'agenda du lendemain avec eux, ça c'est très très important. D'aller tâter sur le terrain, c'est bien cela. Absolument. Allez, Aboubacar Silla, toujours avec nous en direct chez les GG. Alors, Monsieur Silla, que répondez-vous à ceux qui vous accusent, cette opposition, d'être une opposition trop capricieuse et à en juger par l'amalgame selon ces personnes que vous faites entre une procédure normale, une procédure judiciaire normale et votre participation à un dialogue politique? Écoutez, le problème n'est pas au niveau de la procédure. Le problème n'est pas au niveau de la convocation de la cellule devant les tribunaux. Nous considérons que ça, c'est une affaire strictement judiciaire. Et nous ne sommes jamais intervenus
en tout cas, nous n'avons jamais fait de liaison avec le dialogue par rapport à cette procédure judiciaire. Mais c'est ce qui s'est passé après que Laïcellou ait quitté le tribunal, après qu'il ait emprunté la voie publique pour rentrer chez lui. C'est ça qui fait l'objet de traitement politique de notre part, parce qu'il s'agit effectivement d'un phénomène politique. Mais je dois dire, pour répondre à M. Condé et aller dans le même sens que lui, l'opposition guinéenne fait preuve de beaucoup de responsabilités. Et en l'occurrence, dans cette affaire, nous aurions pu purement et simplement décider de quitter la table de dialogue définitivement, nous engager dans une autre logique de manifestation, ou en tout cas refuser purement et simplement aller à la table de dialogue avec ceux qui sont pour nous les commanditaires de cet événement du 19 juin dernier. Mais nous avons préféré simplement suspendre notre participation. Parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que des deux côtés, il y a des extrémistes qui ne veulent pas qu'il y ait un dialogue serein, qui ne veulent pas qu'il y ait des élections apaisées dans ce pays, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Donc nous savons que du côté de la mouvance présidentielle, il y a des gens qui initient des provocations, parce que cet acte du 19 juin, pour nous, c'est une provocation. On chercherait à saboter ce processus de dialogue, on ne s'y prendrait pas autrement. On chercherait à faire en sorte que l'opposition goûte définitivement les élections législatives, on ne s'y prendrait pas autrement. Nous sommes conscients qu'on vient nous précipiter dans le piège du boycott. Donc nous restons sereins et responsables. Nous avons simplement suspendu notre participation dans l'entente qu'un minimum de conditions de sécurité soient réunies pour les leaders politiques. Bien. Nous savons aussi que de l'autre côté, du côté de l'opposition, il y a aussi des extrêmes qui souhaiteraient qu'il n'y ait pas ce dialogue, qui nous sont beaucoup critiqués dans notre propre camp lorsque nous avons été à la table de dialogue avec la mouvance présidentielle et le gouvernement, et qui estiment qu'on ne devrait faire aucune concession, si petite soit-elle, sur l'opérateur technique ou EMAC. Donc des deux côtés, on tire de façon centrifuge pour qu'il n'y ait pas de rencontre, pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Nous sommes conscients de cela. Mais de notre côté aussi, nous ne pouvons pas laisser passer cette affaire, la passer en perte de profit, lorsqu'un leader politique de l'envergure de Laïcellou d'Alain Diallo est agressé jusque dans son domicile, jusque dans sa maison de cette façon, qu'en serait-il alors des autres leaders qui ont moins d'envergure, qui ont moins de support populaire? Donc nous ne pouvons pas laisser cette affaire et la traiter comme si c'était un fait divers ordinaire. Nous sommes obligés de prendre nos responsabilités vis-à-vis de l'opinion nationale, vis-à-vis de nos bases politiques respectives, et puis vis-à-vis de nos responsabilités. Voilà, messieurs Aboubacar Sylla en direct chez les jeux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup, monsieur Sylla. Je vous en prie. Allez, au revoir. Allez, Aboubacar veut rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne. J'aurais aimé qu'il nous rassure que le fil du dialogue, le fil du contact entre cette opposition et qui suspend sa participation au dialogue et le pool des facilitateurs, que ce fil de contact n'est pas rompu et qu'il y a donc une diplomatie qui se met en branle, qui continue, parce qu'on a vu, il a rappelé tout à l'heure, au domicile de la cellule d'Alain Diallo avant-hier, on a vu une belle brochette de diplomates qui accompagnaient le Premier ministre pour aider à retour donc de cette opposition autour de la table. Voilà, allez, bien, Domani Doré en direct chez les GG. Les grandes gueules. Domani Doré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, du côté de la mouvance présidentielle, comment est-ce que vous accueillez la décision de l'opposition de suspendre sa participation au processus de dialogue en cours de finalisation? Vous permettrez que je commence par vous dire qu'aujourd'hui, je suis en position de coup de gueule et non de cri de cœur. C'est pourquoi je voudrais vous faire savoir que j'ai été victime de ce qui a eu lieu avant-hier, parce que ma nièce est en ce moment alitée. Et par contre, la classe politique guinéenne à la force de l'opposition vient à nouveau de nous démontrer son ignorance, excusez-moi du terme, mais M. Dalin pouvait nous épargner de son bain de foule puisqu'il a réussi à aller au dialogue sans le cortège. Ce qui se dessine maintenant à mes yeux, je vois un leader qui succombe au chichi d'extrémisme de son temps, qui à la moindre brèche se dit vouloir suspendre ce dialogue. Bien entendu, les partis poids plumes ne peuvent que reprendre le refrain. La preuve, ils viennent de jouer à ce qu'ils appellent une action collégiale en faveur de M. Dalin. Je déplore ce qui a eu lieu, mais encore une fois, nous devons mettre en face l'intérêt du peuple. C'est le plus important aux yeux de tous. C'est pas légitime que l'opposition demande à faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé. Domani, c'est trop facile ce que vous dites ce matin. À dire que les partis plumes ou je ne sais quoi exactement, c'est trop facile. Je sais bien que vous êtes dans votre rôle de saquer l'opposition, mais il y a un moment, Domani, soyez réaliste, c'est important. Merci de me dire que je dois être réaliste. C'est pourquoi je vais l'être encore davantage, puisque tu ne m'estimes pas encore. Quant à la mouvance, vous m'avez présenté sous le label la mouvance, c'est vrai, je suis de la mouvance. Mais aujourd'hui, je vais dire à la mouvance que nous sommes victimes nous-mêmes de notre incohérence. De concession en concession, nous sommes bons pour animer une mosquée ou une église qu'un régime.
Le président Alpha Condé n'a pas que les élections organisées, il a d'autres défis à relever. Effectivement. Conformément aux attentes du peuple. C'est dont on est en train de parler aujourd'hui. Oui, nous avons aujourd'hui une armée incompétente, ou en tout cas une armée qui est à refondre, ou quoi que ce soit. Tout ça est le cortège que nous avons reçu des régimes préalables que nous avons offerts, ou en tout cas on a hérité de leurs actions. Ah, donc, cette opposition ne va pas me dire qu'elle l'apprend aujourd'hui. Elle sait de quoi il s'agit. Et donc, toute action que nous pouvons mener, de manière à ne pas naturellement déranger le calme qui doit prévaloir pour que nous allions à ce dialogue, c'est ce qui doit nous amener. Je l'ai répété, je vais le répéter à nouveau. Monsieur Dalin pouvait nous épargner de son bain de foule. Aller répondre à une convocation, ce n'est pas la fin du monde, à ce que je sache. Ouais. Alors, Domani, est-ce que ce n'est pas cette plainte qui est à l'origine de ces manifestations qui se sont déroulées le mercredi à Dixine? Monsieur Malik Sanko, c'est un cheveu dans la soupe. Engager une procédure judiciaire, c'est exprimer un ras-de-bol dans ce contexte. On a prouvé notre incapacité à poursuivre la construction d'un État démocratique. Et l'on refuse à M. Malik Sanko de jouir de son droit de citoyenneté qui lui donne la latitude. Personne n'a refusé à Malik Sanko de jouir ses droits. Je vous fais part de ce que j'apprends, c'est pratiquement sur toutes les zones. D'aucuns disent que Malik Sanko ne devrait pas engager une poursuite judiciaire. Mais attendez, nous parlons d'un citoyen avant tout. On parle d'un citoyen, mais le contexte aussi, il ne faut pas l'oublier, Domani. Vous parlez comme si Dalin était, je vais dire, un citoyen ordinaire. C'est pas dans ce sens. Je suis pas un opposant, mais je pense que pour l'unité du pays, à un moment, il faut voir un petit peu, comme vous le dites, hein, à l'entame, voir la Guinée en face, Domani. C'est pas des leçons que je donne en direct, mais je pense qu'à un moment, c'est important de voir la Guinée en face, parce que cette Guinée, c'est demain. On ne peut pas prétendre vivre dans un état de droit et faire fi au basique du droit, mon cher. C'est le Dalin, ténor aujourd'hui de l'opposition guinéenne, mais avant tout, je le répète, c'est un citoyen. Si M. Malik Sanko estime qu'il a été blessé dans son âme, qu'il a été diffamé et qu'il engage une procédure judiciaire, s'il vous plaît, respectons son droit. Mais non, personne ne conteste. Monsieur Seloudalé, oui. Personne ne conteste que Malik Sanko n'a pas le droit de porter plainte. Nous, on parle de contexte. Vous savez très bien d'où on vient, Domani. Vous savez très bien que le pays a été... je vais dire, touché le fond. Touché le fond même. Pardon, j'ai pas compris. On sait très bien que le pays avait touché le fond et que la moindre étincelle pouvait mettre à nouveau le feu aux poudres. Alors, est-ce que cette plainte, on pouvait vraiment pas s'en passer, Domani Douri? Mais d'une part, je suis d'avis avec vous. C'est pourquoi je vous ai dit préalablement que du côté de l'opposition et du côté de la mouvance, nous avons prouvé notre incompétence, notre incohérence et mieux notre ignorance. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de quoi? Bien. Le professeur Fakonde avait entériné une date qui consistait à aller aux élections le 30 juin. Je vous apprendrai, le mécanisme était en branle. Qu'est-ce qui nous a ramené encore à discuter de quoi que ce soit? Mais du moment où vous donnez la latitude à chacun de raconter sa vie, mais il fait ce qu'il veut. La CENI s'amuse à donner des dates fantaisistes. La Cour suprême, bien entendu, dans son rôle, rejette cela. L'Union européenne qui menace. Mais attendez, c'est parce qu'on a donné l'occasion à chacun de se danser. Bien. Dernière question, avant de vous laisser partir. Est-ce que du côté de la mouvance présidentielle, on envisagerait aujourd'hui, au cas où cette opposition ne revenait pas autour de la table, d'aller à ces élections finalement sans elle? Je ne suis pas... Je dirais pas que je refute cette question, mais je vais vous répondre par la chose suivante. J'estime que dans un état de droit, nous sommes arrivés à un stade où en tout cas nous devions organiser des élections législatives. À ce qu'on a démontré jour le jour, depuis que nous sommes entrés en démocratie, il a été prouvé que tout est suspendu aux élections législatives, à la tenue de ces élections législatives. Il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités pour que nous allions à ces élections législatives. Que ceux qui veulent aller aux élections acceptent de se soumettre à une discipline qui consiste à respecter le peuple. Que ceux qui ne sont pas prêts à aller aillent voir ailleurs que nous y sommes. Bien. Domani Doré en direct. Peut-être Dr Gouré Condé, quelque chose à dire à Domani en direct? Oui, je salue Madame Domani que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer. Je sens son émotion et moi j'aime ceux qui expriment à haute voix ce qu'ils sentent en eux. Je vais faire 2 témoignages. Le premier, moi je suis un des acteurs publics de ce pays qui a vécu la guerre dans les pays qui nous entourent. La guerre au Libéria, moi j'étais ministre de la Sécurité, je suis allé plusieurs fois au Libéria. Je suis allé plusieurs fois en Sierra Leone. Aujourd'hui, je suis au Mali. Le dimanche, je dois repartir au Mali. Je sais, comme beaucoup d'entre nous, ce que c'est que la guerre, premièrement.
Deuxièmement, je suis conscient de la fragilité de l'édifice national. La Guinée comprend 4 régions naturelles. La Guinée est composée de 60% de jeunes de moins de 25 ans. La Guinée est pilotée par une équipe politique d'opposition qui n'a pas l'expérience de l'opposition. La Guinée est dirigée par une équipe d'État qui est en train d'expérimenter son arrivée au pouvoir. 2 années, ce n'est pas quand même beaucoup. Ceci dit, le deuxième témoignage, et c'est important, j'ai pratiqué le président de la République. Je l'ai rencontré plusieurs fois sur ce sujet. Je peux témoigner de toute sa bonne volonté d'aller aux élections. Lorsque j'ai rencontré Ella Selou et les autres, Kassouri Fofana en l'occurrence, j'ai dit, je m'engage dans la facilitation à condition que vous me dites les yeux dans les yeux si vous êtes prêts à aller aux élections. Ils ont dit, oui, nous sommes prêts à aller aux élections. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi attendre 2 ans? Moi, je crois que finalement... Domani pointe du doigt les partis plumes. Elle l'a dit au début de l'émission. Il y a la question de la transparence, M. Gouressi. Je crois l'État d'abord doit reprendre les choses en main. En ce qui concerne les forces de l'ordre, il y a une inspection des polices, il y a la police des polices, il y a le rôle des policiers sans uniforme. Il faut rétablir la vérité et dire clairement que ce qui s'est passé au domicile de Cellou Dalein ne se répétera pas. On ne va pas tourner autour de ça. La dernière chose par rapport à ça, j'ai salué la solidarité exprimée par l'opposition, mais je voudrais inviter cette opposition, lui dire que chacun de nous s'impliquera, dire que cette solidarité exprimée, à la table de négociation, ils vont revenir sur cette question de sécurité, mais dans le cadre de la négociation, dans le cadre du dialogue. Il faudrait que, à l'ouverture du prochain dialogue, le premier point à l'ordre du jour soit des éléments de garantie que le gouvernement doit poser par rapport à la sécurité des citoyens, à la sécurité des partis politiques, à la sécurité des leaders. Je dis bien dans le cadre du dialogue et la reprise du dialogue. Voilà, Domani, merci beaucoup en tout cas, Domani. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, voilà, parce que c'est très important, on traverse une crise grave. Il y a toujours quelque chose à rajouter, merci de me donner l'opportunité d'en rajouter. Allez-y, Domani. Voilà. Je remercie M. Gouressi de nous rappeler que nous avons en majorité une population constituée de jeunes. Et c'est pourquoi je veux rappeler à l'opinion nationale que nous avons une opposition d'amateurisme qui profite de la pluie et du beau temps, naturellement, pour se faire passer pour les opposants aguerris. Pourtant, ils ont besoin de retourner à l'école. Du côté de la mouvance, il est temps que les jeunes qui s'activent au sein de cette mouvance prennent leurs responsabilités et à un moment, il faut se remettre en cause. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Je vous remercie. Merci beaucoup, Domani Doré, en direct chez les GG. Les grandes gueules sur Radio Espace. C'est l'émulation des idéaux. Faire bouger les choses pour une Guinée unie et nouvelle. Retrouvez les grandes gueules sur plusieurs médias en Guinée. Sweet FM 99.3. À Kindia sur Sabou FM 96.6. Kaniazik FM. Au Fouta sur Radio Espace Fouta. À Bokeh sur Espace Kakandé. En Guinée forestière sur Radio Liberté Zali FM sur 101.7. En Haute-Guinée sur Milo FM 99.5. Aux USA sur Radio Indiana. Le réseau des grandes gueules sur les radios guinéennes ou la Guinée démocrate. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Zéro Corée. Merci de nous rejoindre encore une fois. Notre invité exceptionnel. Peut-être il y a d'autres points qu'on n'a pas touché, Bantanko. Mais d'abord, l'intervention de Domani, très remontée. Oui, Domani, on sent que la jeunesse en elle, effectivement, c'est un coup de colère. Elle l'a dit déjà, c'est un coup de gueule qu'elle annonce. On comprend, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de tempérer un petit peu la situation, de la calmer, et c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport à la situation pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour effectivement ramener les uns et les autres autour de la table de négociation. C'est vrai que si chacun dit qu'il va exprimer son coup de colère effectivement pour que peut-être il se débarrasse de ce qui se fonde autour de son cœur, je pense qu'on va aller encore beaucoup plus en corsant la situation. Si nous revenons, nous avons beaucoup de choses. Le président de la République même a fait cas, donc il a dit qu'il était favorable à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est un gage donc de la mise en place d'une réconciliation nationale si nous partons déjà vers une équipe donc d'union nationale? Docteur. Oui, c'est salutaire. Une idée d'union nationale est un principe, est une démarche d'ouverture. Et elle se fera, elle doit se faire, elle devrait se faire après les élections législatives. Mais d'ici là,
ce sont les attitudes. Mais la question que beaucoup se posent, docteur, est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement d'union nationale après des élections législatives? Justement, parce que c'est comme un échec, quelque part. Quand on dit gouvernement d'union nationale, seulement le cas guinéen, ça peut se comprendre, on peut se dire c'est pour la réconciliation. Parce qu'on aurait dû mettre ce gouvernement d'union nationale avant, un peu plus tôt, mais au stade où nous en sommes, et beaucoup pensent que cette annonce du professeur Alpha Condé depuis Londres, c'était juste pour mettre de la poudre, de jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale. Écoutez, lorsque le président de la République reçoit un opposant, on trouve cela dramatique. Il l'a même reçu. Alors, lorsque le président de la République est le garant de l'union nationale. Effectivement. Il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant de la Constitution. Que lui parle d'union nationale, il n'y a qu'à applaudir. Mais d'ici là, il faut donner des garanties de proximité. Il faut que tous les jours, le discours politique soit apaisé, la pédagogie de la crise soit rassurante, les démarches, les attitudes de l'administration, du gouvernement, des services de sécurité, des forces de l'ordre montrent de retenue et de respect du citoyen. C'est ça l'union nationale d'abord. Pour le reste, l'union nationale veut dire mettre des membres du gouvernement pris dans différents partis politiques ou différentes régions, c'est une chose. L'union nationale pour moi, c'est le voyage du président de la République à l'Abbé, son voyage à Zéro-Corée, à Kankan, à Kindia, une adresse nationale pour le rassemblement, pour l'union, pour la réconciliation nationale. L'union nationale pour moi, finalement, c'est le regroupement de toutes les valeurs et de toutes les ressources autour d'un idéal de paix et de la consolidation de l'édifice national. La nation guinéenne doit être construite par la volonté des Guinéens. Si l'opposition veut participer à un gouvernement, il appartient au président de la République de l'accepter ou pas. S'il l'annonce, moi je le salue. Voilà. Mais voilà, docteur Gouressi Condé, invité exceptionnel chez les GG. On va pas passer à côté. La petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Voilà, langue de bois, s'abstenir, ça ne ressemble pas du tout. Et la note, ça serait à la fin de l'émission. Ibrahim Bantankoba pour la première question. Oui ou non? Voilà, monsieur Dr Gouressi, dans votre parcours, vous avez rencontré aussi bien les leaders, le chef de l'État. Alors, auprès du chef de l'État, oui ou non, c'est son entourage qui pose problème aujourd'hui? Oui ou non? Non. Monsieur Gouressi, oui ou non, aujourd'hui, vous pensez que le président Alpha Condé vous en veut pour l'affaire de Pinet? Non. Oui ou non, monsieur Gouressi Condé, monsieur Alpha Condé a cautionné la plainte de Malick Sanko? Oui. Oui ou non, monsieur Condé, l'opposition succombe à la pression de ses militants dans la suspension du dialogue? Non. Oui ou non, comme le pensent certains Guinéens, Malick Sanko devait être sacrifié par le président Alpha Condé suite aux événements du mercredi? Non. Oui ou non, vous allez revenir dans les négociations pour revêtir votre manteau de médiateur? Oui. Docteur Gouressi, allez-y. Oui ou non, la CENI est le véritable problème du processus électoral? Oui. Voilà, docteur, ça ne reste qu'une minute. Vous avez 1 minute 30 secondes pour évidemment convaincre ces téléspectateurs et ces auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Docteur Gouressi Condé, notre invité exceptionnel ce matin. Si vous étiez à la place de Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, qu'auriez-vous fait aujourd'hui? La question. Eh bien, j'aurais fait prévaloir un discours rassurant. J'aurais contacté personnellement, je serais resté à côté de ses opposants, et au-delà des rendez-vous formels, conventionnels et diplomatiques, j'aurais eu le contact constant. Et j'aurais développé un travail technique, un travail de support, pour qu'avant de se retrouver, que des solutions proposées par l'opposition et les solutions proposées par le gouvernement soient lisibles par les deux parties. Et je ferai en sorte que le président de la République soit détaché comme fusible et que le président de la République soit mis complètement au-dessus. Donc, lorsqu'on prend un président comme Alpha Condé avec son parcours et sa dimension, et on voit ce qui parle en son nom, on se dit qu'il y a un déficit. Donc, il faut combler ce déficit de confiance. Il faut revenir au meilleur discours du président. Il faut reprendre le discours. Il faut rassurer et les citoyens, pas les opposants seulement, et les citoyens que la justice est indépendante et que la Guinée a finalement besoin
d'un président qui est au-dessus de la mêlée, que ce n'est pas seulement les élections qui intéressent les Guinéens, mais les conditions de vie et la qualité de la vie. Moi, je crois que tout cela est possible encore. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons nous quitter au compte de cette émission Les Grandes Gueules. Docteur Gouressi Condé, directeur exécutif African Crisis Group. Donc, il était notre invité exceptionnel. African Crisis Group. Voilà, bien. Merci, c'est bien écrit. On parle français ici. Allez, reste la note.